Stéphane Chris Victor Soloma. Œuvre de fiction quantique. La main de la reine. Chapitre 2, 8e épisode. Aujourd'hui, la méditation est devenue une industrie de pompe Afrique. Une affaire juteuse qui pond des œufs d'or. Un produit de consommation à laquelle on devait tous se mettre à la mode. Comme si on achetait de nouvelles paires de baskets ou une nouvelle marque de fringues. Un diplôme avait même été mis en place à l'époque de mes parents, dans le but de se faire plus d'argent et réaliser plus de profit, alors que c'était quelque chose de banal. N'importe qui pouvait le faire. C'était accessible à tous. Pas besoin de respirer et de se tenir bien droit pour obtenir un diplôme. Hélas, tous les moyens étaient bons pour se remplir la panse. Ce qui faisait qu'au fil des années, je ne la trouvais plus aussi noble comme je la voyais autrefois. La cupidité de l'homme l'avait pervertie. Bien sûr, ce n'était que mon point de vue. Cela ne concernait que moi. Même ce méditant indien était rentré dans les rouages de la machine. La pension George Farley augmentait bien le prix qu'elle lui payait, dû en la qualité de sa prestation. J'étais assise sur ce tapis ridicule en compagnie d'autres vieilles et vieux débris. Je voyais ces vieilles peaux être en pleine allégresse et jovialité sans qu'elles-mêmes n'en comprennent la raison. Elles suivaient scrupuleusement les paroles de ce charlatan. Elles exécutaient bien les consignes que celui-ci leur donnait, et cela à la lettre. À voir ces femmes aux abois, je me demandais même si c'était ces cours qui motivaient. Celles-ci d'être plein d'entrain et si docile, ou si ce n'était pas autre chose. Margaret, vaut mieux que tu te taises. Tu n'as rien dit. J'entendais le méditant James Foley nous dire de tenir notre dos bien droit, de croiser nos jambes, de prendre la position du lotus et d'entrer nos pouces et nos index. De poser nos deux coudes sur nos deux cuisses et de lever légèrement nos bras. Il nous expliquait que cela aidait notre énergie à mieux circuler dans notre corps, à créer un meilleur flux, de créer un équilibre entre le yin et le yang. Selon ses dires, l'énergie yang renvoie à une énergie active. L'énergie du mouvement est tournée vers l'extérieur. Il nous disait que c'était elle que nous favorisons et utilisons dans la journée
lors de nos activités diverses. Selon lui, elle était aussi stimulée lors de toute activité mentale. Elle s'accumule dans le haut du corps et crée des tensions musculaires ou nerveuses, surtout lorsque l'on se mettait à forcer un peu trop. Il nous expliquait à tous que selon la théorie des 5 éléments, elle se référait au feu et au cœur. Il nous disait d'inspirer et d'expirer, de le répéter 2 à 3 fois, de le faire avec une certaine lenteur, sans trop se presser. Il nous conseillait de nous concentrer uniquement sur notre respiration, de considérer les pensées qui nous envahissaient comme des nuages, qu'elles soient positives ou négatives, et cela, quelle qu'elle soit. La seule chose à laquelle on devait penser, porter toute notre attention, c'était le bruit de notre respiration. James Foley insistait bien là-dessus. Il se leva de son tapis, fit le tour de la salle de méditation, marchait à côté de nous d'un pas lent et rassurant et nous demandait de répéter tout ce qu'il nous disait dans notre cœur. Il nous conseillait de le faire plusieurs fois de suite. J'entendais ses pas venir dans ma direction et me traverser comme un courant d'air. Il dégageait une odeur agréable. Elle était similaire à l'eau de Cologne, un parfum que j'appréciais chez certains hommes d'âge mûr. Il y avait de quoi exciter le cerveau de mes vieilles amies ici présentes. Cela expliquait sans l'ombre d'un doute leur folle allégresse. Je calmais mon mal en patience et je me laissais bercer par les douces paroles de ce beau méditant. Je me mis à suivre à la lettre malgré moi chacune de ses consignes, avec beaucoup de difficultés, même si elles étaient fausses, sous l'œil bienveillant de l'instructeur. Je me plongeais en moi-même à l'intérieur de cette obscurité et je vis Ruben Hardison, le PDG de Ben Armour, se trouvait là, assis en face de moi. Toujours dans ce restaurant finlandais, durant cette étrange journée du 7 octobre 2087. Je l'entendais dire dans une agressivité noire et la crainte d'un danger imminent qu'il ne pouvait pas faire ça, qu'il refusait de le faire. Fin du 8e épisode.